Bonjour tout le monde. Donc, je remercie l'assistance. Vous êtes tous les bienvenus au congrès de la SMC. On remercie particulièrement Dr Donald parce qu'il a galéré pour arriver chez nous et ça témoigne de son amitié pour le Maroc et pour la SMC. Donc, sans trop tarder, on va commencer la communication sur l'insuffisance tricuspide résiduelle post-remplacement valvulaire gauche. Donc, bien sûr, le professeur Donald m'a facilité la tâche en vous présentant les paramètres fonction VD. Donc, c'est un cas clinique d'une patiente âgée de 36 ans, mariée sans enfant, qui a comme antécédent une valvulopathie rhumatismale depuis l'âge de 25 ans, une maladie mitrale et un rétrécissement aortique d'origine rhumatismale. Elle a été opérée en mars 2014 à l'étranger pour un double remplacement valvulaire mitro-aortique. Donc sur le plan fonctionnel, elle est polysymptomatique sous petite dose de diurétique et bêta-bloquant. Donc à l'examen clinique, elle est eupnéique, une bonne tension à 11,6, pratiquement pas de signe d'insuffisance cardiaque droite. À l'auscultation, on a une arythmie avec des bruits de valves normaux et un souffle systolique d'insuffisance tricuspide. Donc il n'y a pas de râle à l'auscultation pulmonaire. À l'électrocardiogramme, donc, elle est en arythmie complète, avec un axe normal et un bloc de branche droit incomplet. Donc, on passe à l'échocardiographie de cette patiente en parasternal grand axe. Donc, on voit que les prothèses, elle a une prothèse aortique, une prothèse mitrale qui ont l'air de bien marcher. Le VG n'est pas dilaté et il a l'air de se contracter correctement. Donc, on fait les mesures. On a une oreillette gauche qui est dilatée avec un diamètre télésystolique à 51 mm, une surface à 34 mm et un volume à 34 cm², un volume à 85 ml. Indexé à la surface corporelle, ça lui fait 52 ml par mètre carré, qui est très dilaté. Donc le VG n'est pas dilaté, il fait 39 mm, un petit septum paradoxal et une FE au Simpson biplan qui fait 60%. Donc à la coupe petit axe, on voit que la prothèse mitrale marche très bien, il n'y a pas de thrombus. Voilà. Je n'ai pas l'image de la prothèse aortique, mais elle aussi elle marche bien, enfin, les ailettes marchent bien. La contractilité globale du VG au petit axe, elle est correcte, avec un tout petit aplatissement du septum interventriculaire. Donc on vérifie nos prothèses. La prothèse mitrale a un gradient moyen à 3 mm de mercure, un PHT de 90 millisecondes et il n'y a pas de fuite paraprothétique. La prothèse aortique marche bien aussi, donc un gradient moyen 25 mm de mercure, mais avec un index de perméabilité à 38%, une surface fonctionnelle à 1,3, pas de fuite non plus. Donc on se concentre maintenant sur le côté droit et dès qu'on voit donc déjà en cas de cavité en bidimensionnel, on voit qu'il y a un diastasis sur les valves tricuspides, donc elles ne se ferment pas complètement. Donc j'ai pas de pointeur mais je vais essayer. Donc là je vous rappelle que sur cette coupe 4 cavités on voit la valve septale et la valve antérieure. D'accord, donc ici la valve septale et la valve antérieure et donc la valve tricuspide ne se ferme pas bien. Voilà, on a d'autres coupes. La petite axe aussi, donc toujours la même chose. Le diastasiste, on le voit aussi ici, donc en petit axe. Et en coupe socostale, c'est la seule coupe où on peut voir la valve postérieure, et donc on a toujours le diastasis entre la valve septale et toutes les autres valves tricuspides. On mesure ce diastasis, il fait 7,8 mm, et l'anneau tricuspide, comme vous l'aurez deviné, est très dilaté, donc il fait 44 mm et indexé à la surface corporelle, il fait 27 mm par mètre carré. Voilà, donc juste pour rappel que dans l'anatomie tricuspide, si l'anneau tricuspide se dilate, il se fait plutôt aux dépens de la partie fibreuse et donc la première dilatation se fait entre la septale et l'antérieure, mais comme chez notre patiente le diastasis donc il se fait entre les trois valves, c'est que vraiment la dilatation elle est importante. Donc quand on fait la couleur,
On a une insuffisance tricuspide qui a l'air importante, déjà, juste à la couleur. Quand on mesure donc les critères d'évaluation de l'insuffisance tricuspide, on commence par la vena contracta. Chez nous ici, on a 7,3 mm, qui rejoint pratiquement la mesure du diastasis qu'on avait tout à l'heure. Voilà, on a un rayon de Pisa qui fait 9 mm et un sort calculé à 73 mm². Quand on fait un Doppler continu, on a un pic d'IT précoce et à une vitesse maximale qui est inférieure à 2 mètres par seconde, avec un flux, comme vous le voyez, c'est un flux laminaire, donc bien rempli, pas très véloce, qui est en faveur d'une insuffisance tricuspide importante. Et sur le flux veineux donc des veines sucépatiques, nous avons cette inversion systolique du flux veineux sucépatique. Donc, si on se réfère au tableau, donc les paramètres de quantification de l'insuffisance tricuspide, donc on peut dire que notre insuffisance tricuspide est sévère. Il y a donc un défaut de coaptation des tricuspides. Le flux est dense et triangulaire avec un pic précoce. La vena contracta est supérieure à 7 mm, la Pisa est supérieure à 9. Le sort supérieur à 40 et on a une inversion systolique. Donc pratiquement tous les critères sont réunis pour dire que notre insuffisance tricuspide est massive. Quand on passe au calcul des pressions pulmonaires, donc chez notre patiente, comme vous l'avez bien vu, le flux tricuspide, c'est un flux laminaire qui fait moins de 2 mètres par seconde. Donc impossible d'évaluer c'est les limites de l'évaluation des pressions pulmonaires sur le flux tricuspide. Et on est obligé dans ce cas d'utiliser le flux de l'insuffisance pulmonaire. Donc chez notre patiente, quand on le calcule via la formule 3 PAPM moins 2 PAPD, on a une PAPS qui fait 40, en rajoutant donc la pression au niveau de l'OD, on a à peine 40 mm de mercure, ce qui fait une PAPS pas très élevée. Et quand on calcule le temps d'accélération pulmonaire, nous avons pratiquement 100 millisecondes en moyenne en tous les cycles, sachant qu'il y a une arythmie. Donc on est autour de 100 mm, ce qui est en faveur d'une absence d'HTAP importante. Maintenant, on passe au retentissement sur les cavités droites de cette insuffisance tricuspide. Saïd, s'il te plaît. Tu as oublié la batterie. Donc le VD est modérément dilaté. Donc on a mesuré le diamètre basal et le diamètre donc moyen du ventricule droit. Et on l'a comparé, comme le ventricule gauche n'est pas dilaté, on a fait VD sur diamètre VD sur diamètre VG et il est à 0,6. Donc quand il est inférieur à 0,6, qui n'est pas dilaté, maintenant on est à peine à 0,6. Donc ça fait un VD modérément dilaté. Quand on fait la surface de l'oreillette droite, donc l'OD elle est dilatée à 34 cm², je n'ai pas mesuré de volume, et la veine cave inférieure n'est pas dilatée, elle est à peine à 16 mm, et avec un collapsus respiratoire qui est supérieur à 50%. Ce qui fait que les pressions dans l'oreillette droite ne sont pas très élevées, mais vu qu'il y a une dilatation de l'oreillette droite, on pourrait dire qu'il tourne autour de 10 à 15 mm de mercure. On arrive à l'évaluation de la fonction ventriculaire droite. Donc on commence par la fraction de raccourcissement de surface du VD. Donc on fait une surface télédiastolique moins la surface télésystolique sur la surface télédiastolique. Et nous arrivons à obtenir 45% chez notre patiente pour une normale qui doit être supérieure à 32%. Le TAPS chez notre patiente, il est à peine à 12 mm et avec une onde S qui est à 10 cm par seconde. Mais j'ai lu quelque part qu'après une CEC, même si il n'y a pas d'annuloplastie tricuspide, ces deux paramètres particulièrement ne sont pas très fiables pour l'interprétation de la fonction longitudinale du ventricule droit. Donc, pour être complète, on a fait un index de performance myocardique
Et comme a dit Dr Erwan Donald, donc chez notre patiente, on a une onde de relaxation isovolumétrique. Et donc le temps de contraction isovolumétrique sur le temps de relaxation isovolumétrique sur le temps d'éjection, quand on l'a calculé, il nous donne un 1,3 pour une normale inférieure à 0,32, mais c'est un index combiné de la fonction systolique et diastolique du ventricule droit. Donc il est anormal, mais qu'on devrait interpréter dans un contexte. Donc, vu que cette patiente a, jusqu'à maintenant, à part la fraction de raccourcissement de surface et l'index de performance myocardique, on n'a pas de paramètres solides pour évaluer la fonction ventriculaire droite. Donc, on a fait un IVA, donc un isovolumétrique accélération, et qui est donc la vitesse pic de contraction isovolumétrique sur le temps d'accélération de cette contraction isovolumétrique. Et chez notre patiente, il est à 1,7 par seconde de mètre carré. Sur mes papiers, c'est vrai que les cut-offs ne sont pas tout à fait fixés, ça dépend des papiers, mais en général, on trouve que c'est... Dr Donald a parlé de 3,4, j'ai trouvé 2,2, mais chez notre patiente, il est franchement abaissé, il est à 1,7 mètres par seconde. Donc là, on arrive, pour être complet, au strain. Mais là, j'ai fait un strain global, pas un strain de la paroi libre du VD. Et le strain global chez notre patiente, il est à moins 20%, pour une normale à moins 22%. Et le strain basal chez elle, il est à moins 25%. Pour une normale à moins 19, enfin, qui doit être en valeur absolue 19%, donc il serait normal ce strain basal chez notre patiente, mais après on verra comment on pourrait l'interpréter dans ce contexte d'insuffisance tricuspide massive. Donc au total, notre patiente est peu symptomatique. Ces deux valves prothèses fonctionnent correctement. Elle a une bonne fonction systolique du VG, une insuffisance tricuspide massive résiduelle. Elle n'a presque pas d'HTAP. Les cavités droites sont dilatées. Maintenant, je vais vous demander d'utiliser vos tablettes ou vos téléphones pour voter, pour répondre un peu à cette question, voir un peu votre avis sur l'interprétation de tous ces paramètres. Vous demandez que pensez-vous de cette fonction VD. A est-elle très altérée, modérément altérée ou bien normale, ou bien on a besoin d'autres méthodes pour évaluer. Donc on est presque partagé entre abstention thérapeutique, entre reprise chirurgicale rapide et un traitement médical et surveillance. Donc on est à 60-40%, voilà. Donc, entre le A et le B. Donc si on revient aux guidelines, que ce soit celle de l'ESC 2012 ou que ce soit de la CCHA de 2014, ils se mettent d'accord sur que après une chirurgie, donc s'il y a une unité résiduelle après une chirurgie du cœur gauche, la reprise chirurgicale ne devrait se faire que si le patient est symptomatique, donc symptomatologie sévère, avec unité sévère. On réopère si on a une fonction ventriculaire gauche qui est préservée, une HTAP non sévère, on n'a pas d'HTAP sévère. C'est là où l'indication du remplacement ou de l'annuloplastie tricuspide se pose. C'est un peu discutable à mon avis, j'espère que ça va susciter une discussion parce que c'est un peu difficile à trouver pour moi, un patient très symptomatique avec une unité sévère et une fonction VD qui est préservée et sans HTAP sévère. Donc, parce qu'on sait que l'IT, quand on a une persistance d'une IT plus qu'une IT moyenne, quelle que soit la fraction d'éjection du ventricule gauche et quelle que soit la PAPS, expose à une morbimortalité qui sont sévères à long terme, toutes les études. Donc, l'avenir serait le traitement percutané de l'insuffisance tricuspide. Donc, c'est une sorte d'annuloplastie, mais percutanée. Donc, elle consiste à placer une vis sur un fil métallique relié à
donc à un stent qu'on place au niveau de la veine cave inférieure. Et ce procédé vise à rapprocher les deux valves et diminuer la surface de régurgitation de l'anneau tricuspide. Serait-ce la solution pour notre patiente? Donc c'est une jeune patiente, vu que la mortalité opératoire de la reprise chirurgicale de la tricuspide est très importante. C'est une étude qui est en cours, elle se terminera fin 2016. Donc en conclusion, la persistance d'unité après une chirurgie du cœur gauche expose à un mauvais pronostic à long terme. La décision de reprise chirurgicale reste difficile, vu le risque chirurgical élevé, même dans les centres les plus spécialisés. Et les guidelines, malheureusement, reposent que sur des consensus d'experts, avec un niveau d'évidence C, et d'où la nécessité d'études prospectives. Maintenant, si je vous disais que ma patiente vient de m'annoncer sa grossesse, qu'est-ce que vous direz? Voilà. Et c'est la vérité. Je n'ai pas inventé ça. C'est la vérité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle... Voilà, la question à poser. Je vous remercie.